sur vous pour assurer notre sécurité. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour et bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. J'ai le plaisir à cette émission de recevoir Levi Koloko, qui est président directeur général de la coopérative Enseignants Pas à Pas. Bonjour et bienvenue à l'émission, monsieur Levi Koloko. Merci beaucoup Jean-Marie pour l'invitation. J'apprécie. Voilà, on vous souhaite la bienvenue. Puis on va parler d'immigration, on va parler d'éducation, on va parler d'encadrement. Parce que je pense que vous êtes un de nos invités qui a roulé votre bosse sur ce domaine-là, surtout en préparant nos enfants, en les enseignant. Votre profession, c'est l'enseignement. Je suis moi-même enseignant. Oui. Et je suis président directeur général de la coopérative Enseignants Pas à Pas. Enseignants Pas à Pas, oui. Qui est un groupe d'enseignants immigrants francophones. Oui. Basé dans la région ici, mais nous avons des activités qui vont partout dans la province de l'Ontario. Partout dans la province de l'Ontario. Ouais. Et donc, votre parcours, c'est que vous-même, vous êtes quelqu'un qui est né quelque part, mais qui a transité et qui se retrouve ici. Je suis originaire du Cameroun, où j'ai eu mes premières qualifications. Oui. Et puis, je suis allé en Belgique faire un master, et après la Belgique, j'ai décidé de m'installer au Canada. Oui. Et de choisir la profession enseignante qui me passionne. Et je pense avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que travailler dans le système des écoles, des conseils scolaires, mais faire de magnifiques projets aussi, de magnifiques activités avec des partenaires différents dans la communauté pour aider nos parents immigrants, pour aider l'intégration d'abord des nouveaux enseignants et par la suite pour donner du leadership à nos jeunes. À nos jeunes, en fait. Et puis donc, pour vous, par rapport à votre parcours, ça s'est passé comment, votre accueil ici? Est-ce qu'il y a encore... vous vous souvenez des premières personnes qui vous ont... Oui. Voilà, on prend le bus ici, ça se passe... l'accent et tout. J'ai atterri à Toronto. Oui. Et la grande ville. Hein? Oui, la grande ville. Il y avait une communauté. J'ai été accueilli par une famille. Et puis, j'ai fait mes premiers pas. Et à l'époque, l'intégration s'est beaucoup passée par les activités sportives et culturelles. Oui. Le social, comme on appelle. Hein? Social, voilà. On jouait au foot. Ça permettait de rencontrer des aînés qui étaient dans des domaines et qui nous donnaient un certain nombre de conseils qu'on a utilisés pour avancer. L'intégration n'a pas été facile. Moi, j'ai travaillé dans des usines, le temps de m'acclimater, de comprendre le système, de valider des choses. Cette partie de l'intégration qu'on appelle les petites jobines, là. Exactement. Si je vous racontais mes premières expériences de job au Canada, c'est tellement amusant. Travailler dans la rue, le jardinage. Mais à chaque moment, quand je le faisais, je me disais, OK, c'est une étape transitoire pour pouvoir bien comprendre le système déjà et avoir ce qu'il faut pour avancer dans ce qui me plaisait vraiment. Ouais. Et puis, je pense que il y a certainement autour de ce parcours-là les gens qui vous ont encadré, qui vous ont aidé, qui vous ont dit, peut-être proposer des choses. Aussi. Exactement. J'ai eu une enseignante, d'abord la dame qui m'a accueilli. Elle était enseignante. Elle m'a dit, tu devrais un peu regarder ce domaine-là. Bon, moi, je n'avais pas véritablement enseigné, je n'avais pas de qualification. Mais à l'époque, il y avait une grande pénurie d'enseignants francophones. Comme j'avais fait des cours de répétition ici pour gagner un peu d'argent au Cameroun et au Canada, j'ai essayé cela. Ça a marché. Un conseil scolaire anglophone m'a fait confiance comme enseignant suppléant.
Et de là, j'ai eu d'autres mentors qui m'ont dit vraiment, ne néglige pas cela, vas-y, va te former. Ouais. Et puis je suis venu à Ottawa dans le cadre de la formation en faculté d'éducation. Oui, et puis là, depuis plus d'une dizaine d'années, vous êtes... Ottawa depuis quoi? Quasiment 18 ans. C'est ça, et puis vous êtes à ce moment-là, depuis plus d'une dizaine d'années, vous êtes enseignant à 15 ans. Hein? Oui, je suis enseignant depuis 17 ans déjà. Ouais. Et puis j'ai beaucoup aimé la région ici. Elle était davantage calme que Toronto, ouais. Davantage familiale. Et puis... Les défis de votre métier, les défis c'est pas tout le temps évident ces temps-ci, surtout que au niveau de nous, les communautés francophones, l'enseignement, le positionnement pour nos Exactement. Le gros défi était de comprendre que même en éducation, il y a des codes écrits et des codes non écrits. Ouais. Et il faut être assez subtil pour percevoir cela. Justement, l'une des missions de la coopérative des enseignants que nous avons mis en place, c'est de faciliter l'intégration à ceux qui viennent après. Ouais. Voilà. Donc nous avons mis plein de programmes de formation pour leur donner des ateliers qu'ils ne peuvent pas avoir en faculté, ouais. Pour leur dire un certain nombre de vérités aussi. On est des modèles culturels du fait que nous sommes des immigrants, mais nous avons résisté, nous avons cheminé, nous avons réussi nos carrières, donc on peut être inspirant pour eux. Pour d'autres, oui. Voilà. Et puis on leur fait des simulations d'entrevues pour leur dire ce qu'il faut dire. Parce que, comme vous savez, souvent les immigrants, surtout francophones, ne se vendent pas au Canada comme il faudrait. De la même façon. De la même façon, voilà. Que d'autres, oui. Voilà. Donc il y a des choses qu'on fait, qu'on dit ou qu'on ne fait pas qu'il faut... Donc vous passez des formations, des ateliers pour booster un peu pour booster les CV. Les CV. On leur donne de l'expérience professionnelle aussi, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants, souvent qui deviennent enseignants, mais qui n'ont pas déjà travaillé au Canada ou qui n'ont pas travaillé en éducation au Canada. Ouais. Et donc nous avons des programmes, soit de tutorat, soit d'animation dans les camps de leadership qui leur permet. Et on travaille aussi avec des partenaires comme Appelle-moi Canada. Et on encourage les enseignants à s'impliquer dans ces programmes pour voir comment on travaille avec les élèves, pour comprendre la mentalité des parents et pour comprendre les codes du système. Donc ça booste leur CV, ça leur donne de la confiance pour aller maintenant en entrevue, avoir de bonnes stratégies. Et puis, très important ici, le réseautage. Il faut connaître les noms, les gens. Et il faut même les connaître par leur nom et par leur fonction. Ça ne sert à rien de faire la suppléance. Vous les intégrez dans le réseau, à connaître le réseau de l'éducation et de la communauté. Exactement. Ça ne sert à rien de faire la suppléance tous les jours dans une école sans aller voir la direction adjointe et dire, mais moi, c'est moi. Je m'appelle Jean-Marie. J'aime beaucoup votre école. Et moi, je peux être coach adjoint de l'équipe de soccer. Moi, je voudrais travailler ici. N'importe quelle direction qui écoute un discours comme ça est ouverte à vous engager. Donc, on encourage nos semblables. L'esprit d'initiative. L'esprit d'initiative, la prise de risque. La prise de risque. C'est très important. La prise de leadership. Exactement. Donc, nous, et même la direction d'école nous disent, on a fait un sondage, ça fait quelques années, demandant aux directions d'école, mais quels sont les critères que vous cherchez en interviewant un nouvel enseignant? C'était beaucoup d'aptitudes personnelles, de leadership, de réseautage, d'implication dans des activités de l'école et parascolaire. Et tout ça, ça prend une certaine originalité de soi, une certaine confiance en soi. Exactement. Et puis une volonté de se dire que mais c'est un univers dans lequel on est passionné, on a une passion, on a peut-être quelque chose à dire, un message à envoyer. Exactement. Et vous avez utilisé le thème, donc c'est très important de se tenir ensemble. Par exemple, les stages. Les statistiques montraient que beaucoup d'enseignants immigrants, souvent, avaient des difficultés avec leurs stages. Au lieu de juste crier sur les toits, qu'est-ce que nous, on peut faire? Donc, on a encouragé les enseignants immigrants francophones qui sont déjà dans des conseils scolaires. Mais prenez des stagiaires. Prenez des stagiaires. S'il y en a 100 et qu'on en prend déjà nous-mêmes 20, ça fait que le problème reste 80, ça ne reste plus 100. Exactement. Et ça aussi, ça a apporté de bons fruits. Donc, on a des mentors dans le système. Quand quelqu'un a des difficultés, il peut appeler. Et puis, on leur donne des conseils pour son évaluation, pour peut-être un collègue qui est difficile, une direction qui est trop regardant. On leur donne des conseils pour prendre confiance
et bien cheminer dans leur carrière débutante. Donc on a parlé de vous, on a parlé des institutions, on a parlé du cadre des enseignants et les étudiants et les jeunes dans tout ça. Oui. Bon, quand nous on a mis sur pied une organisation d'enseignants, oui. Un enseignant ne peut pas juste parler sans parler des enfants. C'est l'opérationnalité, c'est l'élève. L'élève. Et donc, je vais juste passer rapidement. On a des programmes pour les parents. Oui. Bon, là, on leur donne des ateliers de sensibilisation. On a un projet actuellement où on veut inciter les parents immigrants francophones à s'impliquer dans le système scolaire. Oui. Vous savez qu'il y aura les élections scolaires cette année. Et puis, nous, on veut encourager les parents à être candidats. Exactement. Et même à gagner pour s'asseoir à la table de décision. En effet, oui. En ce qui concerne les enfants, donc, on a des activités de tutorat avec des partenaires. Oui. Et surtout, on a un camp de leadership. Chaque année, nous prenons une quarantaine de jeunes. 40? Oui. Wow. De plusieurs écoles francophones. Oui. De 9 à 12. Oui. Et puis, on fait Avant la pandémie, c'était des ateliers en présentiel. Oui. Pendant, on en a fait en virtuel. Donc, on se dirige maintenant à faire de l'hybride. Oui. Oui, parce que, comme tu sais, les jeunes aiment beaucoup ce qui est tactile, ce qui est physique, ce qui est cérébral. Oui. Oui, quand on peut manger, on peut partager un repas et tout. Donc, on va faire les deux. Oui. Et je suis content que toi-même, tu as souvent offert des ateliers en leadership de communication. Ouais. Parce que quand on est un leader, il faut savoir passer son message aussi. C'est vrai. Et c'est des choses qui restent. On a beaucoup, je vais te citer beaucoup d'exemples de jeunes qui ont fait des choses par eux-mêmes ou dont on a tenu la main et qui ont confiance maintenant, soit pour lancer leur petit business, soit pour créer une organisation communautaire pour une cause qui leur plaît, soit même dans leur quartier, dans leur famille, dans leur école, dit que moi je peux être sénateur au Sénat des élèves. Donc c'est des bons Donc c'est vraiment le même processus que vous faites pour les adultes, les parents, vous faites le même processus pour les jeunes, les élèves. Exactement. Parce que tout se résume généralement à cela. Le leadership est très très important. Et depuis un certain nombre d'années aussi, nous avons ce qu'on appelle les mentors. Donc des jeunes qui sont au collégial ou à l'université, ou même qui travaillent déjà, qui viennent être des mentors pour des jeunes du secondaire. Exactement. Voilà. Donc ceux qui ont réussi, ils viennent redonner Il y a par exemple Lydia Philippe que tu connais, qui est venue dernièrement. Et le fait d'expliquer aux jeunes qu'elle a créé une organisation à but non lucratif pour défendre la cause des femmes racisées en proie avec les problèmes de santé mentale, parce que sa maman a souffert de ça. Elle a créé une organisation à 16 ans. Waouh! Les autres jeunes disent c'est possible. À 16 ans, et elle fait des campagnes, elle passe dans les médias et autres. On a des jeunes qui ont lancé leur entreprise et qui marchent et qui viennent donc modéler cela, influencer d'autres jeunes et autres. Donc c'est intéressant. C'est très, très intéressant. Et puis je dois juste, avant d'aller à la pause, parce qu'il me reste quelques petites secondes pour dire que la coopérative enseignant pas à pas, c'est aussi c'est le monde, quoi. Parce que c'est plusieurs nationalités, c'est des personnes qui viennent de partout. Mais on va parler de ça à la deuxième partie de l'émission. Parce que c'est intéressant de voir quels sont les enseignants et les enseignantes qui composent cette coopérative-là. Mais ne quittez pas, nous allons prendre une courte pause et on vous revient tout de suite après avec M. Levi Koloko, donc président directeur général de la coopérative enseignant pas à pas. Ne quittez pas. Merci. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue
Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission, j'ai le très grand plaisir de vous présenter grand-père Dominic Rankin et les grands chefs héréditaires Anishinaabe. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour après la pause, donc je suis accompagné de Levi Koloko, donc président, directeur général de la coopérative Enseignants Pas à Pas. Et avant de prendre la pause, on parlait de la coopérative en termes des communautés d'appartenance. C'est des gens qui viennent presque de partout. Ce n'est pas donné, ce n'est peut-être qu'au Canada qu'on retrouve des gens comme ça et qui partent autour d'une idée et qui la réalisent et qui continuent dans la même vision. Mais donnez-nous un peu la composition de vos collègues. Ils viennent tous d'où? Oui. Combien de nationalités? Juste la genèse et les membres qui la constituent, c'est toute une curiosité. Oui, nous sommes des enseignants, d'abord tous, immigrants francophones de 8 pays différents. Voilà. Je suis moi-même d'origine camerounaise, ma vice-présidente est d'origine haïtienne, j'ai une autre vice-présidente qui est d'origine ivoirienne, notre trésorière est congolaise, on a des collègues, des Algériens, qui est agent de développement. Donc on vient de partout et on s'est réunis autour d'une idée centrale. C'est une organisation professionnelle et on est là pour offrir des services à la communauté. Dans le thème de votre émission, sied bien à ce que nous, on essaie de faire. Parce qu'au début, tout le monde m'avait dit c'est impossible. Oui, c'est ça. Qu'un Camerounais travaille avec un Algérien, qu'une Burundaise travaille avec une Congolaise et autres. Mais vous êtes en train de réaliser ce rêve. On est en train de réaliser le rêve et avec beaucoup de succès. Et puis, donc pour vous, comme l'émission s'appelle Vivre ensemble, ce serait quoi la vraie définition de vivre ensemble? Parce que vous le vivez là. Oui. Moi, si j'interprète la définition du vivre ensemble dans notre contexte, je dirais que c'est d'abord le respect de l'autre, le respect de l'autre en tant que personne compétente, en tant que personne qui a quelque chose à offrir. Dans le communautaire, nous avons des talents différents et puis de respecter cela, c'est très important. Je vois le vivre ensemble comme un rendez-vous du donner et du recevoir. Oui, même si on est une structure d'enseignants immigrants francophones, nous ne travaillons pas de manière nombriliste, non. Oui, nous travaillons avec les communautés dites de souche. Donc nous offrons des services à tous. Nous avons des partenaires partout. Nous invitons des experts, des talents, des mentors et de la communauté immigrante et la communauté dite de souche. Donc le vivre ensemble, c'est cela. Et si je veux symboliser ça par 2 activités, je dirais par exemple, nous avons organisé une activité qu'on appelle Edu Brunch. Edu Brunch, oui. Dans les ducs et on fait un brunch. Exactement. Original en plus. Oui, dans les locaux du collège à Cité. Et c'était un brunch, comme vous avez compris. Et on a invité tout le monde. Des générations, des parents, des grands-parents, des enfants et des jeunes, des communautés diverses, musulmanes, chrétiennes, francophones dites de souche, francophones dites plurielles. Et c'est exactement cela. Et si vous avez des défis de rapprochement, quel genre de défis que vous avez eu pour... c'est vrai que vous avez roulé votre bosse aujourd'hui en organisant des activités, en travaillant sur la vision de votre organisme et tout, mais ça prend également du leadership, une volonté de l'autre qui peut-être ne voit pas les choses comme moi, d'embarquer dans ma vision. Le défi de rapprochement que nous voyons, et nous avons mis ça dans nos plans stratégiques pour les 3 prochaines années, c'est d'aller chercher nos collègues retraités, des enseignants retraités. Donc il y a une organisation d'enseignants retraités en Ontario, dont une division ici en région. Et nous voulons aller chercher ces personnes-là qui ont roulé leur bosse, comme vous dites, et qui sont prêtes à offrir du temps d'expertise, du temps bénévole, soit pour l'aide aux devoirs, soit pour les camps de leadership.
Et ça va permettre ce brassage culturel-là que le vivre ensemble permet. Donc ça, c'est quelque chose que nous voulons faire dans les 2 ans qui viennent. Et puis au niveau des jeunes que vous encadrez, je pense que c'est la même chose, les mêmes idées de rapprochement, c'est la même multitude de francophonie autour. Exactement. Nous cherchons des jeunes leaders, les jeunes qui ont le potentiel ou qui le sont déjà. Vous avez eu des invités ici, notamment Jasmine qui travaille avec nous. Nous avons, je vous parlais de Lydia Philippe, d'origine haïtienne. Lydia Philippe, Jasmine d'origine tunisienne, d'autres jeunes d'origine camerounaise et autres qui sont là. On va les chercher pour leur talent, leurs expertises, leurs projets, pour qu'ils viennent inspirer les nouvelles générations pour aller plus. Donc vous êtes en train de profiter, je voudrais que vous profitiez de cette plateforme pour envoyer le message. Si je suis un jeune téléspectateur qui est en train de vous voir aujourd'hui, quel est le message que vous voulez envoyer à ces jeunes-là? Vraiment, je vais donner 2 catégories de jeunes. Si tu es un jeune qui aime faire des projets, qui aime rêver, qui aime travailler en équipe, approche-nous, va sur le site de cepa.org et puis envoie un email. Et on se fera un plaisir de travailler avec toi dans le prochain camp de leadership que nous avons. Et si maintenant tu es un jeune qui a déjà lancé une entreprise, qui a un projet peut-être, qui dirige une organisation, qui a un projet personnel, qui a fait des choses dans le sport, les arts, les communications, si tu penses que tu as un message inspirant pour des cadets, pour des jeunes, encore un peu plus jeunes que toi, s'il te plaît, approche-nous parce que nous cherchons des perles comme toi pour venir inspirer la nouvelle génération et faire des choses ensemble. Les besoins sont encore énormes. Les nouvelles avenues pour vous et votre groupe, la CEPAP serait... Oui, le leadership que nous voulons travailler pour les prochaines années, c'est le leadership entrepreneurial. Oui. Oui, dans le côté, c'est vrai. Création de richesse. Production de la richesse. Lancer des choses, ne pas avoir peur même d'échouer. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, on a déjà des partenaires qui nous ont approchés, des partenaires communautaires, institutionnels, pour qu'on se mette ensemble pour travailler cela. Et donc, nous, on souhaite que dans les années qui viennent, à chaque... qu'on ait 1 ou 2 ou 3 jeunes qui, au final, ont lancé leur entreprise et sont des modèles pour au niveau des curriculums, dans l'enseignement, certaines personnes parlaient il faut apporter des modifications, apporter des ajouts. Votre organisme, est-ce que vous travaillez également dans ce sens-là? Nous avons été invités par le ministère de l'Éducation pour travailler sur un concept qu'on appelle le décloisonnement. Parce qu'on s'était rendu compte qu'en 9e année, les statistiques montraient que les enfants d'origine autochtone ou d'origine immigrante étaient dirigés vers des filières un peu moins prestigieuses. Attrayantes. Et souvent même sans intégrer les capacités des élèves. Donc, c'est une bonne évaluation. Oui, le décloisonnement, c'est que désormais, il n'y aura plus ça. Les enfants, les élèves seront sur une base égale. Et c'est plus tard qu'on va vraiment les diriger en fonction de leurs réelles capacités. Et ça, c'est un grand boost pour les communautés immigrantes aussi. Oui, parce que le drame serait qu'un enfant qui a le potentiel ne soit pas dirigé vers des bonnes filières. Oui. On ne dit pas que tous les enfants vont devenir des docteurs en mathématiques, non. C'est ça. Oui, mais celui qui a le potentiel, qui soit dirigé vers... sans être pénalisé par des lunettes anciennes. Surtout, sinon, ce serait comme une perte. La perte d'un enfant, c'est la perte de la communauté en général. Exactement. Ça impacte son avenir, l'avenir de sa famille et même de sa communauté. Au niveau de la littérature, certains parlaient d'ajuster également la littérature, ajuster ce qui est écrit, ajouter une partie de la composante prenant en compte la nouvelle communauté. Exactement. Et là, c'est l'occasion de dire qu'il y a des publications, il y a des bandes dessinées, des romans qui sont faits. On parle de francophonie plurielle. La francophonie plurielle doit puiser ses exemples, même en littératie, dans la littérature, dans plusieurs ressources, y compris même dans la communauté ici. On a des personnes immigrantes qui publient. Donc le combat que nous faisons aussi, c'est que dans les bibliothèques des écoles, qu'il y ait ces différentes publications. Exactement. Pour qu'un enseignant, un jeune qui veut s'inspirer,
puissent avoir ces différentes souches de lecture, par exemple, et d'interprétation. Ouais. Donc, maintenant, parlons peut-être aux institutions et aux parents. Les institutions qui sont en train peut-être de nous écouter là. Est-ce que vous qui êtes sur le terrain, quel genre de message peut-être que vous voulez leur envoyer pour continuer à travailler sur la notion de vivre ensemble avec eux, continuer à tendre les perches? Est-ce qu'il y aurait un message? Moi, je dirais aux institutions que les communautés immigrantes francophones sont riches de talent, d'expérience et d'expertise, et même de vécu. Donc, je les encourage à ne pas, je ne l'encourage pas pour la pitié, là, à leur tendre la main pour exploiter ces talents-là, hein, et puis permettre que notre société avance ensemble. Moi, je vois tellement de parents qui ont des ressources, des enseignants et d'autres professionnels, même des jeunes qui montent avec plein d'idées pour améliorer le sort de la communauté. Et il est important que ces institutions-là donnent de la place pour qu'on travaille ensemble pour avancer. Ouais. La diversification du personnel enseignant, il est également question de ça, le positionnement de certains membres de la communauté au niveau des postes de leadership. Exactement. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, maintenant, il y a la pénurie des enseignants. Ouais. Oui, et donc, nous contribuons à les former davantage, à leur donner les petites choses qui leur manqueraient pour booster leur CV et leur carrière. Mais nous demandons aux institutions aussi d'être plus ouvertes, à leur donner des opportunités d'embauche, pour passer leur stage, leurs évaluations, les emplois et autres. Et même, comme tu as mentionné, il y a des postes de leadership. Je suis ravi de voir que les conseils scolaires, pour l'instant, ont ce message d'encouragement là pour dire vraiment, si vous êtes intéressé, il y a des possibilités autres. Donc le message que je passerai aussi à notre propre communauté, c'est de foncer, c'est de oser et de ne pas avoir peur de faire des essais, des erreurs et d'apprendre de cela. C'est ça, continuer d'apprendre. Les dernières minutes pour terminer l'émission, je voudrais que une image, un mot que vous mettrez, vous accoterez au vivre ensemble en terminant, serait quoi? On part avec quoi avec le vivre ensemble? Oui, le vivre ensemble, je vois ça davantage dans ce que nous donnons. Parce que je pense qu'en attendant quelque chose de l'autre, il faut être en situation de dire voici ce que moi j'offre. Et donc, nous sommes positionnés comme des offreurs de solutions. Le don de soi. Le don de soi, le don de notre temps, le don de notre expertise. Et nous souhaitons qu'en face, il y a l'autre main, cette main tendue qui est prise, pour qu'on travaille ensemble pour avancer. En tout cas, merci encore infiniment, Monsieur de participer à l'émission. Levi Koloko, président de la coopérative Enseignants Pas à Pas, de vous être prêté au jeu du vivre ensemble avec nous. Nous, on vous remercie infiniment. On vous remercie à la maison également d'avoir suivi cette émission. Et on vous souhaite de passer une excellente journée et à la prochaine. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, nous vous ferons découvrir le marché de Noël qui se tiendra dans la grande salle du Musée de l'Histoire du Canada. Par la suite, notre physiothérapeute Arthur Coinco vous mettra en forme pour la période des fêtes. Finalement, nous terminerons l'émission avec Laurence de Montigny-Saint-Onge qui vous invitera à participer aux activités du Musée canadien de la nature. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Cette semaine, on rencontre Nadia Seytout, la cofondatrice de Melanin Connection, devenue coach de mise en forme pour inspirer d'autres femmes à se prendre en main. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers.
J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir.